Est-ce que la femme la plus influente du rap est en train de disparaître symboliquement? Nicki Minaj n'est pas en train de disparaître parce qu'elle a échoué, mais parce qu'être la première a un prix que peu de femmes peuvent payer. Il y a des femmes qui deviennent des stars, il y a celles qui ouvrent une ère, et ce n'est pas la même chose. Nicki Minaj n'est pas une rappeuse comme les autres, parce qu'elle a rendu possible le rap féminin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sans elle, il n'y aurait pas d'écosystème, il faut le reconnaître, il n'y aurait pas de vagues, il n'y aurait pas de normes féminines dans un monde pensé par et pour les hommes. Et pourtant, aujourd'hui, son nom divise. Alors comment une femme qui a tout ouvert peut-elle devenir une figure contestée de son propre héritage? Et la vraie question n'est pas est-ce que Nikki fait des erreurs en ce moment? Mais la question c'est plutôt que coûte le fait d'être la première femme dans un monde qui n'a jamais été pensé pour toi? Ce n'est pas l'histoire d'une chute, c'est l'autopsie d'un système. Bienvenue dans ce doc analyse où je vais analyser cette figure fascinante et controversée également qu'est Nicki Minaj. Et j'avais envie vraiment de comprendre comment une femme aussi puissante n'a pas réussi à protéger son héritage comme elle le méritait. Parce que ce qui lui arrive, ça peut arriver à nous toutes, ça peut arriver à toutes les femmes, à toutes les femmes qui veulent être premières dans un domaine, à toutes les femmes noires, à toutes les femmes, même issues des minorités. On va vraiment analyser les lois d'influence qu'elle a violées, ce qui se passe également quand une femme n'a plus la maîtrise de son archétype et ce qu'on peut tout en apprendre pour notre propre pouvoir. Avant de parler des erreurs, des polémiques et même des conflits, on va comprendre qui est Nicki dans l'histoire du rap. C'est pas une rappeuse parmi d'autres, c'est la matrice du rap féminin moderne. Avant Nicki, il faut le reconnaître, certes, il y avait d'autres rappeuses, hein, il y avait Lauryn Hill, Lil Kim, Missy Elliott, mais il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas une industrie féminine structurée en ce qui concerne le rap. Chaque femme, même talentueuse, était une exception, il n'y avait pas de vague durable, il y avait pas de trône féminin dans le rap. Donc le rap féminin existait, oui, mais ce n'était pas un pouvoir. Et Nicki, elle arrive, elle change les règles du jeu. Elle rappe extrêmement bien, donc elle est crédible. Elle fait de la pop également. Elle a un marketing de pop star, des ventes massives. Et ce n'est pas juste du succès qu'elle a. Elle transforme le statut. Elle devient la première pop star rappeuse mondiale. Il faut le reconnaître, ce modèle-là n'existait pas avant elle, hein. Beyoncé, elle avait avant elle Janet Jackson, Whitney Houston, Madonna. Nicki, elle n'avait personne. Donc elle n'a pas hérité d'un trône, elle a dû l'inventer. Et l'idée, ça va être de comprendre pourquoi elle n'arrive pas aujourd'hui à gérer son trône. Et on va retourner dans l'enfance pour le comprendre, parce que c'est ça qui va nous permettre d'identifier pourquoi Nicki se comporte de cette façon-là. Il faut savoir déjà qu'elle n'a pas grandi dans un environnement stable, hein. Elle est née à Trinité et Tobago et elle a migré très jeune à New York. Donc elle vit dès 5 ans, dès l'âge de 5 ans, l'expérience du déracinement et elle doit s'adapter à un monde qui n'est pas fait pour elle. Quand elle arrive à New York, elle a un environnement familial qui est plutôt instable, son père est alcoolique, il prend de la drogue également et elle dit elle-même qu'il a failli tuer sa mère. Donc elle n'est pas socialisée dans un monde qui est rassurant pour elle, protecteur. Et ce qui se passe quand une femme grandit sans père ou alors qu'elle grandit avec un père démissionnaire, elle développe en fait une surprotection, par elle-même et elle a du mal à faire confiance aux structures. Et là où elle grandit, c'est le Queens, donc c'est un quartier populaire, un univers très masculin, compétitif, où il y a la culture de la rue et où les valeurs qui sont valorisées, c'est le respect, la force et la réputation. Donc quand tu grandis dans le Queens, qui est un monde de la rue et un monde d'hommes, ça t'apprend la force, ça t'apprend la rapidité, la vigilance. C'est ce qu'elle a, Nikki, mais ça t'apprend aussi à ne jamais montrer tes faiblesses. Et ça, c'est un logiciel de survie parfait pour percer, mais pas pour régner en paix. Donc, on comprend qu'on a une femme programmée pour survivre. Et donc, quand Nikki, elle entre officiellement dans le rap, elle n'y rentre pas par une école, pas par un réseau, elle y rentre en autodidacte, donc par des mixtapes qui ont un certain succès. Donc là, encore une fois, elle doit se faire une place dans un monde d'hommes. Elle n'a pas de mentor féminin, pas de figure féminine pour la protéger et elle doit prouver sa valeur par le biais de la performance. Elle doit sans cesse prouver qu'elle mérite d'être là. Puis elle rejoint Young Money, qui est également un label masculin, où il y a une culture très forte du respect, du clash, de la loyauté. Et donc elle apprend le rap comme on apprend un territoire, c'est-à-dire en se battant, en se défendant
et en dominant. Et ce type d'environnement fabrique ce type de posture de pouvoir, à savoir une femme qui combat, une femme de survie, une femme loyale. Très important de retenir la loyauté dans son parcours parce que ça va amener aux décisions que l'on voit aujourd'hui. Mais ça ne construit pas une femme de transmission. Donc c'est bien une posture qui te permet de réussir. Parce que Nikki, elle a un vrai impact, hein, qui ne se mesure pas seulement à ses chiffres, mais qui se mesure également à ce qui existe après elle. Donc, son premier album est un succès, numéro 1 au Billboard, son deuxième album également. Et pour la première fois, donc, comme je l'ai dit, une femme rappeuse devient une pop star mondiale. Et surtout, très important, le rap féminin devient un espace possible. Ça devient une véritable industrie, pas une exception comme avant. Donc, ça permet à Cardi B, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Ice Spice, Lato d'éclore. Toutes ces femmes arrivent dans un monde où la place existe déjà. Nikki n'a pas seulement gagné sa place, elle a construit la table où les autres s'assoient aujourd'hui. Et le succès, comme vous le savez, hein, ça attire les haters, mais également ça conduit à une peur d'être remplacé. Et c'est là que le piège du combat commence vraiment. La première fissure dans l'héritage de Nicki Minaj arrive au niveau des clashs. On a un premier clash très public avec Remy Ma en musique, hein, pour le coup. D'ailleurs, Nicki Minaj répond également en musique, en mode queen, entourée d'hommes d'ailleurs dans le clip, ça c'est important. Et il y a un vrai tournant au niveau des clashs, c'est la bagarre avec Cardi B. Alors, je peux pas vraiment appeler ça une bagarre, c'est plutôt Cardi B qui a essayé de la frapper et qui n'a pas réussi. Et quand j'ai vu ça, moi, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit: «Mais comment se fait-il que Cardi B, qui vient d'arriver dans le game, comment elle ose enfin, c'est ta maman et quand je dis: «C'est ta maman», c'est pas une question d'âge, mais c'est ta maman dans l'industrie. C'est la femme que tu dois respecter, c'est la femme que tu dois même te prosterner et moi, quand j'ai vu ça, moi, c'est pas une question de qui a commencé, qui a tort et cetera, mais je me suis dit que forcément, quoi qu'il en soit, Nicki se positionne comme une rivale et d'ailleurs la suite nous a prouvé que c'était le cas. Elle a eu des clashs avec Megan Thee Stallion, avec, bon, d'autres nouvelles venues et ce qui est frappant, bon, on va pas s'attarder sur, tel clash en particulier ou qui a commencé, mais c'est que Nicki continue à se positionner comme une combattante dans un champ où elle doit être considérée comme une figure sacrée et à ce moment-là, Nicki, elle viole une loi d'influence, qui est la loi de la position. Une icône ne débat jamais au niveau des figures secondaires. Une icône ne répond pas, ne se justifie pas, ne se compare pas, elle surplombe, elle prend de la hauteur. Et le problème de Nicki, en fait, ce n'est pas qu'elle clash en soi, c'est qu'elle est obligée de clasher. Et ça, c'est la posture d'une guerrière qui n'a pas muté. C'est la preuve qu'elle est restée dans son archétype féminin immature, c'est-à-dire elle est restée rebelle au lieu de devenir une militante. La rebelle, c'est ce besoin viscéral qu'une femme peut avoir à répondre, à être entendue, à ne jamais laisser passer ce qu'elle considère comme un manque de respect. Et c'est pour ça que c'est important de connaître son archétype, les filles. Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo où je parle des 7 archétypes féminins d'influence. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il en soit, cette posture de guerrière, en elle, n'est pas un choix. C'est ce que Queens, le quartier dans lequel elle a grandi, et l'instabilité lui ont appris. C'est de ne jamais baisser sa garde. Donc en fait, Nikki, elle ne se perçoit jamais comme installée. Elle se perçoit toujours comme menacée. Et d'ailleurs, Nikki aujourd'hui, c'est pas seulement des clashs dans les médias, c'est aussi des clashs sur Twitter, sur X, comme on l'appelle aujourd'hui, où elle va poster quantité de tweets sur Jay-Z, sur l'industrie musicale qui serait satanique, sur ses conflits personnels, elle va attaquer Cardi B, d'autres artistes encore. Bon, certains diront qu'elle dit ce qu'elle pense, elle est authentique, elle se défend seulement, mais à ce niveau de pouvoir, ben, l'authenticité non maîtrisée, elle devient une faiblesse. C'est vrai que répondre quand on est en bas, ça peut être considéré comme une force, mais répondre quand on est en haut, c'est considéré comme une faiblesse. Donc la perception de ce qui est faible ou de ce qui est fort dépend de ta position. Et le problème de Nikki, ce n'est pas qu'elle se trompe sur le fond, ce n'est pas qu'elle a tort dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a jamais quitté la posture de ce qui l'a rendue puissante. Certaines postures sauvent quand on est en bas, mais elles peuvent te détruire lorsque tu es au sommet. Mais encore faut-il être bien entouré pour le comprendre à temps. Nikki se marie avec Kenneth Petty en 2019.
Et le problème, que lorsque tu es une star, ou plutôt lorsque tu es une icône, je vais dire plutôt une icône parce que c'est son cas. Lorsque tu es une icône, ce moment privé qu'est le mariage est considéré comme un moment public. Ça veut dire que ça a de l'impact sur ton image. Donc ces choix personnels ont des enjeux symboliques. Et le problème, c'est que son mari, il a un passé judiciaire connu, avec une affaire d'agression sexuelle, c'est pas rien. Et quand tu es une icône, bah, en fait, tes choix amoureux ne sont plus privés. Ils engagent ton héritage. Donc quand les médias et le public apprennent le passé judiciaire de son mari, Nikki, elle choisit de le défendre publiquement et ce n'est pas par déni qu'elle le fait, c'est par loyauté. On parlait de la loyauté au début et pourquoi elle a cette loyauté-là. C'est là que l'héritage, il commence vraiment à craquer et c'est la même raison pour laquelle elle soutient son frère, qui est lui aussi, condamné pour agression sexuelle. Il faut bien comprendre que dans la tête de Nikki, ce n'est pas une question de «je soutiens des agresseurs», c'est une question de «la loyauté prime sur tout». Ma famille prime sur tout, les personnes qui m'entourent, qui me protègent, priment sur tout. N'oubliez pas d'où elle vient. Elle vient d'un monde où la loyauté et l'honneur définissent ta valeur. C'est le code de la rue, c'est le code des quartiers populaires. Bon, je sais très bien puisque je viens de ce genre de quartier. Et où trahir les siens, c'est se trahir soi-même. C'est un logiciel de survie qui est cohérent d'ailleurs lorsqu'on vit dans la précarité, dans l'insécurité. Donc, le souci n'est pas la loyauté en soi, c'est qu'elle n'a jamais reprogrammé son logiciel de survie et elle applique encore les règles du quartier dans un monde où elles deviennent toxiques. Le monde de l'industrie musicale et surtout le monde des pop stars, en fait, là où elle en est. Et à ce moment-là, Nikki, elle viole la loi de la loyauté stratégique. Les codes qui t'ont permis de survivre à la base peuvent te détruire au sommet si tu ne les reprogrammes pas. Et d'ailleurs, c'est arrivé à d'autres rappeurs français que vous connaissez qui sont tombés à cause de cette loyauté mal placée. Et d'ailleurs, la loyauté mal placée, c'est l'une des premières causes de chute chez les figures des milieux de survie, des milieux des quartiers populaires. Et c'est ça la vraie tragédie d'influence. C'est qu'elle ne comprend pas que son statut transforme la nature de ses liens. Elle continue à penser comme une amie, comme une sœur, comme une amoureuse, pas comme une icône. Alors c'est normal, bien sûr, de se comporter comme une amie, comme une sœur, etc. Mais c'est aussi important de se comporter comme une icône quand on l'est. Et ça, je l'ai vraiment remarqué quand elle a sorti son album Queen. On était dans un moment où Cardi B était arrivée, elle avait beaucoup de succès. Elle était une menace potentielle, en tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a pris, une menace potentielle pour elle, pour son trône. Et cet album Queen, c'était, ou du moins le titre, c'était une réponse en réaffirmant son trône. Ça montrait en fait une insécurité face à une personne qui pouvait devenir une rivale sérieuse. Et je pense vraiment, moi, c'est là que je me suis dit: «Ah, cet album Queen, c'est une erreur». En tout cas, le titre est une erreur. C'était le moment pour elle de créer un album collectif, un peu comme, Limonade de Beyoncé. Parce qu'il faut comprendre que Limonade de Beyoncé, c'était une stratégie, hein. C'était un album qu'elle a lancé au bon moment, un album d'héritage. Parce qu'elle elle savait très bien Beyoncé. Elle était accusée d'être favorisée par l'industrie parce que c'était une femme claire de peau et que l'industrie musicale favorise les femmes claires de peau, ce qui est vrai en soi. Et donc elle a créé cet album, non pas seulement pour valoriser, pour montrer sa fierté d'être noire, ce qui je pense est vrai de son côté, mais c'était pour montrer: «On est ensemble, les femmes noires, je suis avec vous, moi aussi je me suis fait tromper, je suis comme vous en fait, je suis à votre niveau». C'était une façon de valoriser le «nous» plutôt que le «je» et c'est d'ailleurs une des règles, un des piliers d'influence dont Robert Cialdini parle dans son livre, qui s'appelle l'unité. Le pouvoir d'influence qui naît quand les gens ne se perçoivent plus comme moi contre toi, mais comme nous. L'idée est vraiment de sortir du moi, de sortir du «je» pour le «nous». Donc ça prouve à ce moment-là que, Nicki avait très peu de recul émotionnel. Ça, je peux pas le lui reprocher, hein. C'est très difficile d'avoir un détachement émotionnel lorsqu'on, est dans cette position, qu'on a peur de perdre sa place, qu'on a peur de perdre son trône et cetera. Et c'est pour ça que à ce moment-là, c'est important d'avoir un bon entourage professionnel qui, lui, va avoir le recul émotionnel. Et c'est là que j'ai vu que son entourage n'était pas le bon. Parce que le bon entourage pro t'aurait dit: «Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de répondre, c'est le moment pour toi de créer une plateforme, pas un trône».
et on voit que avec Queen, avec cet album, ben, personne ne lui a dit non. Personne n'a protégé son statut parce que je pense que ce n'est pas qu'elle a un mauvais entourage, c'est qu'elle a un entourage qui n'est plus adapté à son statut de pop star. Donc c'est vraiment une leçon pour nous toutes, c'est que évoluer, c'est changer d'entourage. Ce qui te protège en bas peut t'enterrer au sommet. Et je pense que si elle garde le même entourage professionnel, c'est par loyauté. Elle garde le même entourage professionnel qui lui a permis de percer par loyauté. Et on retrouve encore une fois ce même logiciel de loyauté jusque dans ses choix les plus controversés avec son soutien à Trump. Elle a dit qu'elle était sa fan numéro un, mais c'est là où on voit qu'elle est encore dans la loyauté, là pour le coup affective. Bah, même les arguments qui sont utilisés, fan numéro un, et elle est loyale même face au backlash, même quand ça divise son public qui est plutôt issu des minorités. Alors bien sûr, je ne critique pas le fait qu'elle soit républicaine, hein, mais le souci avec son soutien aux républicains, c'est que ça donne quand même l'impression qu'elle a choisi ce camp contre les personnes qu'elle n'aime pas. Donc comme, Cardi B, Beyoncé et les personnes avec qui elle ne s'entend pas sont dans l'autre camp, elle choisit ce camp-là. Peut-être que c'est faux, mais ça donne cette impression. C'est ça qui la fragilise aussi. Elle est d'ailleurs devenue persona non grata pour, beaucoup d'artistes noirs, ben, ils la critiquent même en public, hein. C'est ce qui s'est passé avec, Trevor Noah aux Grammys. Pourtant, bon, c'est pas la seule, je pense à soutenir Trump, hein, pas parmi les rappeurs. La seule rappeuse en tout cas, mais c'est là où on voit que, ben, le traitement n'est pas le même quand c'est une femme que quand c'est un homme. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en attaquant Nicki, ils fragilisent tout le rap féminin. On croit attaquer Nicki pour la faire tomber, mais en attaquant la fondatrice du rap féminin moderne, ben, en fait, on fragilise l'écosystème. Et ça, je l'ai vu quand j'ai vu Douéchi, la rappeuse honorer Lauryn Hill, je crois qu'elle avait chanté avec elle sur scène, et cetera. Alors, c'est pas mauvais en soi, c'est très bien, mais en fait, logiquement, tu honores Lauryn Hill, mais tu honores également Nicki. Et en sautant, en fait, une étape, eh bien, ça crée un effet très précis. Ça crée comme une lignée trouée. En fait, Nicki, c'est le lien qui relie l'ancien au moderne. Donc, l'effacer symboliquement, c'est comme couper un arbre en deux, quoi. Et l'effet pervers de cela, c'est que ça crée un cycle de destruction un petit peu. C'est-à-dire que chaque génération critique la précédente. Il y a aucun rituel d'hommage, il y a aucun respect symbolique stable. Et donc, ça crée une rivalité permanente entre les rappeuses et aucun héritage collectif. Et chaque nouvelle rappeuse qui arrive est obligée de recommencer à zéro, est obligée de prouver sa place, sa légitimité. Donc, sans héritage, finalement, collectif, il n'y a pas de légende qui se crée, il n'y a que des survivantes. On pourra dire que, bon, c'est peut-être le karma, puisque même Nikki, quand elle est arrivée, elle n'a pas honoré ses modèles, notamment Lil Kim. Et à ce moment-là, Nikki, elle viole une loi essentielle. D'ailleurs, c'est pas la seule, même les nouvelles la violent. C'est la loi de la lignée. On ne fonde jamais un empire en effaçant celles qui ont pavé la route. Beyoncé, elle a honoré Tina Turner quand elle est arrivée. Elle s'est inscrite dans une lignée existante pour devenir héritière avant d'être reine. Mais ce que je reconnais aussi, et c'est pour ça que je ne peux pas vraiment en vouloir totalement à Nicki, c'est que Nicki, il n'y avait personne dans son registre exact. Elle a dû inventer les codes toute seule. Donc elle a dû faire un mélange de rap masculin, donc de code masculin, un mélange de code féminin, de rap féminin, un mélange de pop star mondiale. Donc il fallait, mélanger ces 3 codes afin d'inventer ses propres codes. Donc en gros, ce qu'on comprend, c'est quand même, c'est que être la première, être la pionnière dans quelque chose, c'est inventer des codes que personne n'a jamais écrits pour toi. Et quand la première vacille, ce n'est jamais seulement une carrière. Parce que le jour où Nicki tombera vraiment, bah, ce sera tout le rap féminin qui reculera. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que la première, c'est souvent la sacrifiée de l'histoire, c'est celle qui essuie les critiques, c'est celle qui sert de cobaye malheureusement. Et ce n'est pas propre à Nicki, c'est vrai pour beaucoup de femmes, c'est vrai pour beaucoup de femmes, même issues des minorités, qui sont dans des mondes qui n'ont pas été pensés pour elles. Et je pense que ce sera le cas pour, par exemple, je sais pas, la première présidente française, elle aussi, c'est elle qui va servir de cobaye, elle va essuyer toutes les critiques avant que ce soit la deuxième qui arrive, qui va un peu plus normaliser cette position-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les femmes ne sont pas autorisées à être des légendes bruyantes. Elles doivent être silencieuses, elles doivent être rares. C'est pour ça que Beyoncé utilise cette stratégie,
Elle parle pas trop, elle se montre pas trop. Parce que le silence, c'est une stratégie de survie inventée par les femmes après avoir vu ce que coûte d'être la première. C'est vrai qu'un homme n'a pas besoin d'être silencieux, il peut être bruyant, mais une femme, c'est n'est pas autorisée à le faire. Alors, je suis pas contre le fait d'être, silencieuse, d'être discrète, même plutôt pour, mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir le choix et les femmes n'ont pas le choix. Donc Nikki, pour moi, elle n'a pas vraiment échoué. Elle a fait des erreurs, c'est vrai, mais elle a surtout joué un rôle que l'histoire réserve aux femmes. C'est-à-dire, elle est la première, la pionnière et donc la sacrifiée. Donc maintenant, on va finir quand même sur une note positive. Peut-elle sauver son héritage, Nikki? C'est quand même la question qu'on se pose. Bah, pour moi, oui. Parce que, contrairement à ce qu'elle pense et c'est dommage qu'elle ne le comprend pas, c'est que personne ne peut la remplacer pour le moment, en tout cas même parmi les nouvelles venues, hein. Il y a personne en fait qui a tous ses atouts en même temps. Donc elle peut sauver son héritage, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Il faut qu'elle crée, je pense, un projet collectif. Donc ça peut être un album film, où elle retrace l'histoire du rap féminin, par exemple. Elle peut l'appeler «Les filles du trône» puisqu'elle aime bien son truc de reine là, donc voilà, c'est ce qu'elle fait. Elle peut créer aussi une plateforme, pour les autres, comme un label féminin, un média, une série documentaire, pour les nouvelles venues. Mais en gros, il faut que ce soit un projet où elle se mette un peu en retrait et qu'elle comprenne qu'elle n'a plus besoin aujourd'hui d'un album qui vend. Il lui faut un album historique où elle se met en retrait, où elle met en avant les autres. C'est ça qui va faire d'elle la reine mère, parce qu'elle, elle veut rester la reine, mais en fait, elle a plus besoin d'être la reine, on sait qu'elle est la reine. Il faut qu'elle devienne maintenant la reine mère. Donc maintenant, partage-moi ton avis, en commentaire. Dis-moi si pour toi Nikki peut encore, sauver son héritage et on se retrouve la semaine prochaine pour, une nouvelle analyse d'influence.